Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview avec le head coach des Diablos de Trois-Rivières, donc mon head coach, le coach François Dussault. Bonjour, ça va bien? Bonjour coach. Yes, ça va bien. Donc la première chose, ça va être de nous raconter votre parcours en tant que joueur et en tant que coach. Ben, j'espère que vous avez plusieurs heures parce que ça fait quand même longtemps que je suis là-dedans. Ça va être ma 45e saison de football complète depuis ma naissance. Au football, en tant que joueur, j'ai eu la chance de jouer pendant 17 ans au football. J'ai joué au civil parce qu'ici, il y a deux catégories pour les jeunes. Il y a soit le civil qui ressemble beaucoup au football en France, exactement, qui est chapeauté par justement des gens passionnés ou des régions. Puis, ça n'a pas rapport avec les écoles. Ça n'a pas rapport avec les écoles. Fait qu'il n'y a pas d'exigence académique pour jouer dans ces équipes-là. Puis par la suite, il y a le niveau scolaire. Puis j'ai eu la chance de jouer à toutes les positions qui existent au football, à l'exception du guard, du centre offensif et du tackle. J'ai jamais joué sur la ligne à l'attaque, mais j'ai déjà joué sur la ligne défensive, linebacker, corner, free safety, punter, kicker, returner, quarterback, fullback, tailback. Ça, j'ai toutes les positions qui existent au football. Je les ai fait en tant que joueur, puis j'ai eu la chance d'aller au championnat 7 fois en tant que joueur, puis j'ai eu la chance de le remporter 6 fois. En tant qu'entraîneur, ça va être ma 18e année de coaching cette année. Encore une fois, j'ai passé à être entraîneur au niveau civil au scolaire. Puis là, ça va être ma 4e saison avec le cégep de Trois-Rivières. Puis j'ai eu la chance encore une fois de participer à 3 championnats en tant qu'entraîneur. Puis j'ai eu la chance de le remporter 2 fois. Et en dehors de ça, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de pouvoir entraîner ou jouer en tant que professionnel dans des grosses équipes? Oui, définitivement. J'ai eu la chance d'aller 3 fois dans la NCAA Division 1, dont ma dernière fois était à Oregon State avec les Beavers. Ce qui était la dernière saison à M. Cook, qui joue présentement dans la NFL. Oui. Puis c'était tout qu'un monsieur quand j'y étais. J'ai eu la chance d'être là pendant plus d'une semaine. Puis j'ai eu aussi la chance d'être entraîneur invité au camp des Alouettes, qui est une équipe professionnelle ici au Canada, dans la Ligue canadienne. Ça a été des expériences vraiment uniques puis vraiment très positives pour moi. Et pourquoi vous n'êtes pas resté dans le monde professionnel si vous n'avez pas eu d'offre ou l'occasion? Ben, c'est sûr que pour moi, quand je parle de professionnel, je parle de la catégorie de la NCAA, Division 1, puis la NFL ou la CFL. Des occasions là-dessus, c'est sûr et certain que c'est difficile. Il y a un certain parcours qu'il faut suivre pour se rendre finalement à ces niveaux-là. C'est certain que j'ai eu des opportunités de poursuivre ce cheminement-là, mais c'était vraiment une question personnelle pour moi de poursuivre le coaching au niveau scolaire ici au Québec. Donc vous avez joué pour les Diablos et vous allez entamer votre 4e saison en tant que coach pour les Diablos. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du palmarès de cette équipe? C'est sûr et certain que le cégep de Trois-Rivières, c'est le premier cégep avec une équipe de football francophone au Québec. Fait qu'on a célébré nos 50 ans cette année. Sur ces 50 années-là, on a eu 18 présences au championnat. On a eu la chance d'en remporter 9. J'ai eu la chance aussi, en tant que joueur, de le remporter 3 fois ici quand j'étais jeune et fébrile et plein d'énergie comme toi. Mais ça fait déjà très, très, très longtemps. Mais c'est une équipe très prestigieuse ici. Je vous dirais que c'est vraiment un peu la mecque du football francophone parce que c'est ici que ça commence. Et vous pensez qu'on va le gagner le championnat cette année? Je ne suis pas de la philosophie de parler ou penser comme ça trop en avance. Je pense qu'il y a des étapes à suivre avant de se fixer ce type d'objectif-là. Présentement, on est en camp, on va évaluer qu'est-ce qu'on a comme équipe, puis par la suite, je me ferai des idées sur la saison qui s'en vient. Donc on va passer aux questions de recrutement. Quelles sont les qualités requises pour un Français afin de rejoindre un cégep ou de rejoindre plus précisément le cégep des Diablos de Trois-Rivières? Premièrement, c'est sûr que nous, on a la chance d'avoir un recruteur qui demeure en France, M. Éric Penneau, que je considère un ami et non seulement ça, une machine.
machine du côté d'évaluation, des choses comme ça. C'est sûr que moi puis lui, on a eu la chance de s'asseoir pour essayer de définir quel type d'individu ou quel type d'athlète que nous on recherchait pour notre programme ici, parce que, encore une fois, tous les cégeps ont leur philosophie propre à eux. Pour nous, les choses qui sont importantes, c'est que ces jeunes-là viennent ici avec un plan d'études. Nous, on recherche vraiment des étudiants avant tout. Puis par la suite, évidemment, les qualités ou les habiletés physiques, c'est à nous à évaluer avec soit les vidéos qu'ils nous envoient, ou justement quand notre recruteur a la chance de se déplacer pour aller voir des matchs là-bas. Je pense que c'est la meilleure procédure à suivre pour intégrer l'équipe ici. Justement, il y a un joueur qui demandait comment faire quand on joue dans une division basse en France et qu'on n'a pas forcément de vidéo pour venir jouer à l'étranger. On n'est pas filmé, comment faire? C'est sûr et certain que ça complique un peu la tâche, parce que c'est sûr et certain qu'au niveau collégial, il y a une limite de joueurs qu'on a le droit d'habiller. Puis c'est sûr et certain que pour moi, je suis quelqu'un de très honnête et très transparent. Des fois, c'est comme une douche froide parce que c'est pas toujours des choses qu'on veut entendre. Mais je pense que c'est important de l'être, surtout quand un jeune prend la décision de venir jusqu'ici. 30 000 km. Ouais, c'est ça, à plusieurs kilomètres. Puis il arrive ici, puis les choses qui ont été discutées ne sont pas nécessairement la réalité. Je crois pas à ça. C'est sûr que pour ce jeune-là, c'est vraiment plus difficile parce que moi, pour avoir une notion un peu plus du football français, je suis allé, ça fait 3 ans que j'y vais année après année pour justement évaluer les différentes niveaux, qualité, tout ça. Puis c'est là où j'ai eu la chance de te voir compétitionner dans un match de championnat pour avoir une notion de c'était quoi les forces, la vitesse, les mensurations des joueurs pour justement être capable d'évaluer le plus rapidement possible ces jeunes-là. Oui, ok. Et c'est jusqu'à quel âge qu'on peut jouer au foot en cégep? Au cégep, il y a un âge limite de 21 ans à partir du 21 octobre. Du 1er octobre. Si tu as 21 ans après le 1er octobre, tu es encore éligible. C'est parce qu'il y a une réglementation dans tous les équipes collégiaux qui n'a pas le droit d'avoir plus de 48 mois d'écart d'âge entre le joueur le plus jeune et le joueur le plus vieux. Fait que tu as le droit d'intégrer le cégep à 17 ans. Et puis, c'est à 21 ans qu'on tire notre ligne. Donc là, ça va être des questions plus centrées sur les joueurs. Parfait. Donc la première question, ça va être de savoir si un joueur mauvais, mais qui montre qu'il a très envie de devenir meilleur, va falloir définir mauvais. Il est capable d'attacher ses souliers? S'il a la misère à attacher ses spikes, puis quand il se présente devant moi, son casque est ici. Là, il va falloir devenir mauvais. Non, c'est correct. On va dire un joueur moins bon qu'un autre. Ok, d'accord. C'est bon. Qui a plus d'envie que celui-ci, qui montre qu'il a plus envie de se battre. Que l'autre joueur qui sait qu'il est bon et qui va venir, qui va ne montrer aucune envie de devenir meilleur. Mais c'est évident que pour moi, je pense que l'effort, le cœur qui est mis dans ce sport-là quand il pratique, puis évidemment au match, des choses comme ça, c'est super important. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui est extrêmement talentueux, mais qui est paresseux, il faut découvrir pour quelle raison que ces choses-là se passent. Dans ma carrière, ça arrive très souvent qu'il y a des joueurs qui sont très travaillants, qui ont peut-être un peu moins le niveau d'autres et qui réussissent à prendre la place à des gens qui sont plus talentueux. Mais encore une fois, ça dépend de plusieurs facteurs. Puis nous, on a la chance de filmer tous nos entraînements et des choses comme ça. Fait que quand on évalue les choses à leur juste valeur, c'est là qu'on prend des décisions sur si un joueur qui est talentueux joue moins qu'un joueur qui a peut-être un peu moins de talent. Est-ce que vous pourriez donner des conseils pour les joueurs qui souhaitent devenir plus agressifs sur le terrain? C'est sûr que c'est un peu dans ma nature de l'être, l'agressivité et tout ça. Je crois beaucoup que des fois, les joueurs reflètent un peu l'image de leur coach ou les choses comme ça. Je pense que ça, c'est peut-être un facteur qui peut aider. C'est sûr et certain que c'est pas quelque chose qui est facile à travailler. C'est vraiment une bataille à l'intérieur de soi pour savoir pour quelle raison que je n'y vais pas sur une base régulière à un jeu ou des choses comme ça. Puis c'est à voir pour quelle raison que tu fuis peut-être certaines situations et des choses comme ça. Puis moi, je pose souvent les questions aux joueurs quand ces cas-là se présentent devant moi, puis des choses comme ça. Puis éventuellement, il faut se poser la question, est-ce que tu veux passer ton temps d'être sur le terrain puis être une victime, ou est-ce que tu veux avoir du plaisir
dans ce jeu-là. Puis je pense que dans la vie de tous les jours, il n'y a personne qui aime ça être une victime. Fait qu'il faut trouver une façon de travailler notre confiance, des choses comme ça. Si les raisons pour lesquelles tu n'es pas très agressif, c'est parce que tu fais un entraînement aux 4 semaines, ben tu n'as pas besoin de chercher bien plus loin pour quelle raison que tu n'es pas agressif. Ça se travaille, ça se pratique. Fait que ça serait le conseil que je donnerais à un jeune joueur. Alors on va avoir 2 questions qui concernent les kickers et les punters. La première, c'est de savoir est-ce que c'est toujours important d'en avoir des bons dans son équipe? Si c'est important, Là, oui. t'es pas une équipe championne, t'es pas une équipe qui gagne sur une base régulière si t'as pas un bon punter, un bon kicker. Si t'as pas ça, t'es pas... Puis surtout ici au Canada, avec notre équipe professionnelle qui joue à 3 essais, ça veut dire qu'à chaque 2 ou 3 essais, les special teams, c'est crucial, c'est littéralement 33% des unités. T'as l'attaque, t'as la défensive, t'as les unités spéciales. Quand tu as juste 3 essais, là, tu bottes beaucoup le ballon, fait que c'est sûr et certain que c'est super important. Puis nous, dans le football canadien, ça n'existe pas le fair catch. Fait qu'il y a un retour à chaque fois qu'il y a un ballon qui est botté. Puis pire que ça, quand on va pour des field goals et on les manque, il y a un retour. Aussi, oui. Fait que c'est crucial d'avoir un bon punter ou kicker. Puis je te dirais que toutes les équipes qui réussissent pas à gagner les championnats ou se rendre loin, c'est parce qu'ils n'ont pas ces individus au sein de leur propre équipe. Et vous avez pu observer les kickers punters français. Est-ce que vous pensez qu'ils ont le niveau pour venir jouer en général au Canada ou aux États-Unis? C'est sûr et certain, j'ai vu peut-être 5 ou 6 matchs depuis les 2-3 dernières années. Je pense que comme tous les positions que les joueurs jouent, je pense qu'il y a un potentiel à tous les niveaux. Là. Fait que c'est sûr et certain qu'il doit y avoir des kickers et des punters français qui sont aptes à faire cette position-là. J'ai aucun doute. Ça fait un moment que vous coachez, donc pour vous, quelles sont les qualités pour être un bon receveur? Il y en a plusieurs, mais je pense que celle la plus importante, c'est d'attraper le ballon. Ça a l'air peut-être niaiseux de dire ça, mais c'est sûr que pour moi, attraper le ballon, peu importe la façon que tu réussis à le faire, c'est crucial. Parce que je pense que présentement, un des dangers qu'on a, c'est qu'on voit beaucoup de catch spectaculaires au niveau professionnel, NCAA, tout ça, puis on essaie de mimiquer ou de faire la même chose que eux. Pour moi, attraper le ballon, c'est la chose la plus importante pour un receveur. Par la suite, c'est sûr, la façon qu'il court ses tracés, la façon qu'il se libère pour augmenter justement le nombre d'opportunités d'attraper le ballon. Fait que le route running, je pense que c'est quelque chose qui est super important. Comment jouer avec ta vitesse sur les différents tracés que tu cours, tout ça. L'agilité Est-Ouest, je pense que c'est quelque chose qui est super important aussi pour un receveur de passe. Puis le dernier point pour moi, c'est sûr que un receveur qui est fier de bloquer quand c'est des jeux au sol, je pense que ça, c'est toutes les qualités qu'on recherche pour un bon receveur. Donc il n'y a pas forcément besoin de faire 1m90 pour être un bon receveur? Non, du tout, vraiment pas. C'est sûr que ça facilite l'emploi du quarterback. T'sais, si vous avez la chance de jouer cette position-là, vous comprenez ce que je veux dire, parce que tu te mets en arrière là, puis le receveur est 1m50, puis ta ligne offensive, c'est 1m90. C'est pas facile de le voir pour le donner. C'est pour ça que, règle générale, quand il y a des entraîneurs de haut niveau, les choses comme ça, ils veulent quand même des receveurs qui sont un peu plus grands, tout ça pour faciliter la chose, mais tu as des receveurs comme Brandon Cooks que je mentionnais tantôt, qu'il doit mesurer, je sais pas comment faire la conversion mètre encore puis pied, mais on trouvera, mais il était vraiment pas grand, mais il était vite, il attrapait tout, il était très agile. Je pense que ça, c'est vraiment les caractéristiques les plus importantes pour moi d'un bon receveur. Des conseils sur un autre joueur, sur une autre position, comment pouvoir améliorer sa vision de jeu pour un joueur qui joue safety? C'est sûr que ça dépend de la couverture que tu joues, parce que c'est sûr que cover 4, cover 2, on coupe déjà le terrain en moitié ou en 4. Fait que c'est sûr que tes points repères puis où que tu prends tes informations, ça peut différer. Pour avoir joué cette position-là ici justement au Diablos, le premier conseil qu'on m'a donné, c'est de m'assurer qu'il n'y avait pas de receveur
qui se retrouvait en arrière de moi puis garder le jeu devant moi. Puis quand je réussissais finalement à trouver le ballon, ben là c'était de descendre le plus rapidement possible pour venir faire le plaqué ou comme j'aime beaucoup dire, créer une séparation entre l'homme et le ballon. D'accord. Fait que ça c'était vraiment un but. Je te dirais que dans les trucs que tu peux voir pour faciliter peut-être des fois ça, c'est de voir la ligne à l'attaque, quel type de blocage qu'ils font. D'habitude, quand on court le ballon, les joueurs de ligne sont plus bas. Quand les joueurs de ligne reculent et on les voit très haut, on a déjà une notion que ça va être une passe, fait que ça facilite la vitesse à laquelle on recule. Fait que déjà là, pour un safety, il faut apprendre à jouer avec sa vitesse quand il prend sa profondeur. Il peut pas avoir les pieds statiques, puis ça arrivait souvent, je regardais dans les matchs que je regardais, je voyais souvent les safeties ne pas prendre de profondeur puis pas avancer nécessairement. Ça c'est un danger, c'est sûr, parce que quand tu bouges pas puis tu décides finalement de reculer, ben le receveur, lui, il a couru, il court, c'est ça exactement. Fait que si vous vous posez la question, si vous êtes capable de le couvrir, j'espère que vous croisez les doigts que le quarterback est pas bon, parce que tu courras ton 40 yards en backpedal, puis tu me diras c'est quoi la vitesse que tu as faite. C'est sûr que c'est pas aussi vite que quand tu cours dans une ligne droite vers l'avant. Donc vous avez pu accueillir plusieurs joueurs français au Diablos, et vous avez eu l'occasion de regarder plusieurs matchs en France. Puis en plus j'ai resté 2 ans en France, une année à Paris puis un an à Cannes, sur la Côte d'Azur avec les Iron Mask. Donc en plus il joue encore. Ouais, il joue encore, ah, bon, parle-moi de ça. Mais moi c'était en 1995, ça fait un petit bout. T'étais même pas au monde puis j'étais là-bas. T'étais pas prévu encore. Non, t'étais pas prévu. Ben, qu'est-ce que vous pensez du football français en général? Ben moi je trouve que c'est vraiment très bien. Je pense que la qualité des joueurs est surprenante, parce que je pensais que quand je suis allé, ça faisait longtemps que je n'avais pas été, 95 à 2017, 2018, le temps fait son effet. Fait que je trouve que il y a vraiment plus de talent, puis plus de la qualité des clubs a augmenté nettement. J'ai été vraiment impressionné avec la vitesse du jeu, la violence du contact, les choses comme ça. Je le trouvais très 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 bien. Puis surtout, je l'évalue pour sa juste valeur, parce que pour moi, la structure française est très différente d'ici. Puis aux États-Unis, la majorité des équipes ici est encadrée par des institutions académiques. C'est ça, oui. Alors, le volume d'entraînement, tu finis ton cours, tu viens ici pour l'entraînement. Fait que déjà là, en France, je connais pas tous les programmes, mais règle générale, c'est 1, 2 ou 3 entraînements dans la semaine. 2 entraînements en semaine. Ici, c'est 5. À chaque semaine, minimum. Il y a plus la salle aussi. Plus la salle, puis des choses comme ça. Fait que c'est sûr que le volume est très différent, mais avec cette fréquence-là, avec les matchs que j'ai eu la chance de voir, moi je trouve que c'est d'un haut niveau définitivement. Ça veut dire qu'à l'avenir, là il y a 4 Français par exemple qui vont intégrer la CFL si je ne me trompe pas, 4 ou 3. À l'avenir c'est possible qu'il y ait plus de Français qui puissent exporter que ce soit au Canada ou aux États-Unis à un très bon niveau. Oui, définitivement, je pense que c'est possible. C'est à savoir, encore une fois, on m'a déjà dit que tous les chemins mènent à Rome, mais des fois Rome c'est bien loin. Là, fait que il n'y a pas de mauvais chemin pour se rendre à un haut niveau et les choses comme ça. Mais c'est sûr et certain que plus qu'on avance dans ce sport-là, plus que c'est un effet entonnoir, puis plus qu'ils ont le choix de joueurs de qualité, tout ça. Fait qu'un joueur que ça fait 12 ans, qui est habitué à s'entraîner 5-6 fois par semaine, puis des choses comme ça, les exceptionnels seront toujours exceptionnels. Qui s'entraînent 1 ou 2 fois, c'est un exceptionnel. Le mec qui est 1m91, qui court 4-4 sur 40 yards, puis qui est... Oui, même s'il pratique 1 fois par semaine, ça se peut qu'il y ait une chance. Ben oui, c'est sûr qu'il va avoir une opportunité à un niveau supérieur à cause de ses qualités athlétiques. Mais je pense que pour la norme, pour la masse, c'est là qu'il faut trouver des solutions point de vue de la préparation, point de vue de la fréquence des entraînements, s'il va y avoir un plus grand nombre à un niveau supérieur. Est-ce que vous pouvez observer une grosse différence entre le coaching qu'il y a dans les équipes françaises et le coaching qu'il y a dans les équipes canadiennes? Surtout mon accent. C'est la grosse différence. La grosse différence entre le coaching ici au Québec puis en France, c'est l'accent que j'ai. Ben c'est sûr qu'il y a une différence pour les mêmes raisons qu'on parlait un peu plus tôt, puis les choses comme ça. On est chapeautré par des écoles, puis les choses comme ça.
Donc, on a des sous qui sont investis pour avoir justement un entraîneur sous les lieux à temps plein. Le football français me fait penser beaucoup au football ici québécois, civil, ce qui est des gens passionnés, des anciens joueurs du club qui prennent en main leur club parce qu'ils aiment ce programme-là puis ils veulent que ça fonctionne, tout ça. Puis c'est du bénévolat. Tu comprends? Puis comparer des bénévoles à des gens que c'est leur métier ou leur carrière, ça ne veut pas dire qu'un bénévole ne peut pas avoir les mêmes connaissances, compétences que quelqu'un qui est rémunéré pour ça, mais c'est sûr et certain qu'il y a une distinction parce que il y a des gens que c'est leur seul emploi. Puis moi, j'ai la chance de vivre de ce sport-là, puis je me compte extrêmement chanceux que ça soit le cas. Je pense que c'est la différence y est là, mais sinon, l'enseignement, l'approche, la passion, je l'ai vu. Là. Fait que, c'est ça ne se différencie pas du tout entre les coachs ici puis en France. Donc on a une dernière question un peu piège. Un peu piège, c'est bon. Un peu piège, c'est une question, c'est de savoir quelles sont mes qualités. Parce que moi je parle tout le temps de Quelle qualité? Ça fait même pas 4 mois, ça fait même pas 6 mois que t'es ici. Et pourquoi je suis ici? L'histoire, regarde, on va compter l'histoire comme j'étais allé voir des matchs de championnat, puis ton équipe compétitionnelle, si je ne me trompe pas, contre les Mousquetaires. Exactement, puis je pense qu'on était au stade des Molosses, si je ne me trompe pas. Puis évidemment, moi je parle beaucoup. Puis j'étais dans les estrades, puis je parlais, puis du coup, les gens ont réalisé que je venais pas de la France avec mon accent québécois. Puis il y avait quelqu'un qui connaissait bien des choses comme ça, puis moi je demande toujours quand je suis dans les estrades des joueurs à surveiller, puis des choses comme ça. Fait que je me fais une petite idée avant de regarder le match avec ce que les gens me mentionnent, tout en étant bien conscient que des fois on aime bien beaucoup les gens qu'on vient encourager, fait que notre évaluation n'est pas très objective. Fait que j'avais une notion déjà là, puis là j'ai regardé le match avec 5-6 pas de recul, puis la première chose que j'avais reconnue chez toi, c'était la vitesse. Pour moi, quand quelqu'un bouge vite puis qu'il semble pas forcé, me dit déjà que c'est quelqu'un qui a une belle vitesse, parce que ceux qui sont tous pognés comme ça pour courir et que ça avance pas vraiment très loin, versus quelqu'un qu'on dirait qui marche puis qu'il avance de plusieurs yards, m'avait beaucoup sauté aux yeux. Le fait que tu sois fâché et frustré qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas, c'est quelque chose que je regardais beaucoup. Je regarde beaucoup comment on réagit quand un jeu va bien puis quand un jeu va pas bien, surtout quand on a du talent. Parce que quand on est quelqu'un qui peut apporter beaucoup de choses à notre club, puis j'ai appris par la suite que tu avais amené beaucoup de choses tout au long de la saison à ton club, point de vue statistique. J'avais hâte de voir aussi comment tu allais réagir face à ça. Puis moi, quelqu'un qui est fâché puis qui essaie de trouver des façons pour que ça fonctionne, j'aime beaucoup ce type de caractéristiques-là chez un joueur, parce que ça me démontre que ça lui fait quelque chose, que les choses ne fonctionnent pas. Il n'est pas indifférent parce que ça va pas bien et des choses comme ça. Il s'en bat pas les couilles. ça vient le chercher. Fait que moi, c'est sûr que je préfère travailler avec des gens qui ont une hargne de vouloir s'améliorer, des choses comme ça. Puis c'est l'impression que j'avais quand je te regardais jouer tout ça. C'est pour cette raison-là. Puis là, le cheminement par la suite était vraiment très drôle, puis tout ça, parce que je pense qu'il t'a peut-être parlé après le match. Je sais pas, quelqu'un avait entendu parler. Oui, c'est ça. C'est ça? Bon. Fait que tu vois comment que la vie allait, hein, tu sais, parce que pour moi, j'osais pas aller sur le terrain pour parler avec les joueurs après les matchs, des choses comme ça, parce que pour moi, c'est un manque un peu de respect au club. Tu sais, je pense que la procédure à suivre, puis c'est la procédure qu'on suit quand on recrute ici, c'est on communique avec le head coach avant, puis par la suite on leur demande la permission de pouvoir communiquer avec des joueurs. J'ai pas l'habitude d'aller tout de suite solliciter des joueurs sans la permission. Je savais pas trop non plus tous les âges de tout le monde, puis solliciter un mineur, ça m'intéressait pas du tout. Fait que je voulais bien faire les choses, puis le but de mon voyage initialement était vraiment de
évaluer les différentes divisions, puis voir justement à quoi que ça ressemblait comme football ici. Donc voilà, c'est tout pour les questions aujourd'hui. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Oui, j'ai quelque chose à rajouter, puis je suis content, des choses comme ça, parce que là, on va virer les rôles. J'ai une question pour toi, puis je lui ai pas mentionné avant là, pour qu'il se prépare, des choses comme ça, mais on a répondu à plusieurs questions, tout ça, mais toi, puis les gens avec qui tu as eu la chance de communiquer, puis tout ça, c'est quoi votre ultime but ou c'est quoi que vous recherchez en venant ici? C'est vivre une expérience différente? C'est quoi les choses que vous venez chercher en venant ici au Québec ou au Canada? Moi, moi j'ai commencé le football américain depuis juste 1 an, sans compter cette année. Et en découvrant le football, j'ai su que c'était au Canada et aux États-Unis qu'il fallait être pour vraiment, on va dire, progresser, passer un niveau au-dessus. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est que depuis tout petit, je fais du sport en compétition. Et que là, je pouvais faire du sport en compétition avec l'école à côté, un super bon encadrement. Et avec des entraînements, on va dire que la seule chose qu'on n'a pas du haut niveau, c'est l'argent, c'est tout. Sinon, on a tous les entraînements, on a les coachs qui sont présents, on a tout qui vient préparer. Et moi qui suis là depuis 5 mois, parce que maintenant on est en mai, sans avoir joué, en ayant fait seulement 3 entraînements de foot US, je trouve que j'ai énormément progressé, déjà mentalement, parce que il y a la rigueur qui s'installe, il y a le fait de devoir s'entraîner très souvent. Ensuite, par exemple, quand on a les entraînements à 6h du matin, je vois les joueurs qui sont là à 6h du matin, qui en plus sont tous sourires, donc on voit qu'ils ont envie d'être là. Il y a une certaine cohésion qui se fait. Et en fait, c'est le fait de jouer à un plus haut niveau et de savoir qu'on progresse beaucoup, qu'on apprend énormément de pouvoir venir ici. Après, c'est pas... ça reste toujours dans un coin de sa tête de se dire « je pourrais jouer en universitaire après, je pourrais... » Bon là c'est quand même beaucoup, mais je pourrais aller peut-être en CFL ou en NFL. C'est sûr que c'est toujours dans un coin de sa tête, mais il faut pas penser au fait de vouloir jouer pro. C'est d'abord avoir une grosse expérience et commencer. Moi on m'a déjà dit, à force de trop regarder en avant, on oublie d'avancer. C'est ça, exactement. Puis vous êtes dans la phase d'avancer, puis à date ça avance bien. Exactement. Merci à vous. Merci à toi, yes.